En octobre 2025, les Ivoiriens seront à nouveau appelés à voter un nouveau président de la République et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ces élections sont beaucoup plus cruciales et beaucoup plus importantes que les précédentes, c'est-à-dire 2015 et 2020, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a une opposition beaucoup plus structurée. On va parler du cas de Tidjane Thiam et sa confrontation avec Jean-Luc Bion PDCI. On va parler de la potentielle candidature du président Ouattara, est-ce qu'il a ses chances? Mais on va parler surtout du cas de Laurent Gbagbo. Alors, restez jusqu'à la fin pour tout savoir. Bonjour, je m'appelle Roland, je suis passionné d'analyse politique et dans cette vidéo, nous allons analyser les enjeux clés des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, sinon si vous êtes là depuis longtemps, merci et n'hésitez pas à partager la vidéo. Alors aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a une reconstruction, sinon une restructuration de la scène politique qui fait que les élections présidentielles d'octobre 2025 seront extrêmement cruciales. D'un côté, on a le parti au pouvoir, donc le RHDP, avec à sa tête le président actuel Alassane Ouattara, qui mise aujourd'hui sur un bilan macroéconomique qui, il faut le reconnaître, n'est pas quand même assez mal, qui est assez importante. On parle d'une croissance entre 6 et 8% en moyenne par an, ce qui fait de la Côte d'Ivoire l'une des économies les plus importantes, les plus fortes d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est un fait qui est quand même incontestable, il faut le souligner. Mais ce bilan macroéconomique là du président Ouattara est beaucoup critiqué et largement critiqué, pas simplement par ses opposants en interne, mais aussi par divers rapports qui sortent au niveau international, au niveau des acteurs au développement, au niveau des partenaires au développement, qui pointent souvent un manque d'inclusivité de l'économie ivoirienne, c'est-à-dire qu'une économie qui se développe, mais qui n'embarque pas tout le monde. Donc on va dire qu'aujourd'hui, même si le président Ouattara revendique un bilan macroéconomique assez important, la question de la redistribution des richesses et du partage des fruits de la croissance n'est pas effective. Donc, à mon avis, l'opposition va donc essayer de jouer sur ça. Les questions de justice sociale, les questions de lutte contre la corruption vont être assez importantes. Et de l'autre côté, on a l'opposition qui est aujourd'hui, on ne peut pas le nier, incarnée par la figure de Tidjane Thiam, ancien patron du Crédit Suisse, qui est par ailleurs, il faut le dire parce qu'on ne le dit pas assez, a commencé une carrière politique en Côte d'Ivoire, donc ancien ministre avant directeur général des travaux publics, donc le Bénet, et ensuite ancien ministre du plan et du développement d'Henri Konan Bédié avant d'être chassé par le coup d'État. Aujourd'hui, l'opposition est quand même incarnée par cette figure de Tidjane Thiam là, qui commence à mettre en avant son programme en parlant d'éducation, de santé et surtout de justice sociale. Donc d'un côté, vous avez Alassane Ouattara qui est mis sur son bilan macroéconomique, comme disent ses partisans, inattaquable, bon, on verra pourquoi. Et de l'autre côté, vous avez l'opposition avec des gens comme Tidjane Thiam qui vont essayer de pointer les défaillances, sinon les faiblesses de cette croissance économique-là. Alors, je vais parler d'une chose qu'on appelle l'indice de développement humain. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Ça mesure le développement humain à travers la santé et l'éducation. Donc ça... Mais à mon avis, les élections présidentielles en Côte d'Ivoire ont aussi des enjeux qui dépassent les figures politiques actuelles. Vous avez la question de l'emploi des jeunes qui est extrêmement importante. 70% de la population ivoirienne a moins de 35 ans. C'est un chiffre qui est assez significatif. Et donc, vous avez chaque année des milliers de personnes. On parle de centaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi sans opportunité, sans emploi. Et même pour ceux qui trouvent de l'emploi, parfois des emplois assez précaires. Donc, tout ça crée un sentiment de frustration sociale qui est assez élevé et à mon avis il va falloir adresser toutes ces questions là. Et puis l'autre chose, j'ai parlé tout à l'heure d'une croissance qui n'est pas assez inclusive, c'est la différence qu'on peut avoir aujourd'hui entre les zones urbaines et les zones rurales. Le président Ouattara, dans sa stratégie de développement des infrastructures, et on ne peut pas lui reprocher cela, c'est plutôt à saluer, mais je trouve que l'accent a quand même beaucoup été mis sur les grandes villes et notamment Abidjan qui concentre aujourd'hui l'essentiel des éléments qui sont attractifs pour la Côte d'Ivoire, même d'un point de vue touristique. À l'étranger, c'est plus les éléments qui sont à Abidjan, les infrastructures à Abidjan qu'on met en avant, alors que la Côte d'Ivoire est remplie de potentialités touristiques, économiques, mais le développement a été beaucoup mis sur, l'accent a été beaucoup mis sur Abidjan au niveau des infrastructures, ce qui fait que les zones rurales sont un peu laissées pour compte et surtout les jeunes qui sont en milieu rural, qui n'ont pas eu peut-être eu la chance d'aller à l'école ou qui n'ont pas eu la chance de pouvoir étudier à l'université ou faire des grandes écoles,
peinent à trouver du travail, à trouver des opportunités, ce qui renforce encore plus le sentiment d'injustice sociale. Et puis, il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal en Côte d'Ivoire, c'est que malgré tous ces investissements-là, aujourd'hui, on a un taux d'analphabétisme qui reste encore un peu élevé pour un pays comme la Côte d'Ivoire, et ce qui fait que effectivement, vous avez une différence assez significative entre les personnes en milieu rural et les personnes en milieu urbain. Donc, si on parle de l'emploi des jeunes, on parle de la justice sociale, on parle de l'équilibre entre les territoires, on va dire qu'aujourd'hui, la lutte contre la corruption également, je l'ai dit, les enjeux sont extrêmement importants pour la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de ça, les élections, pourquoi aujourd'hui ces élections sont importantes? Tout simplement parce que les acteurs, il y a de nouveaux acteurs, par exemple comme Tidjane Thiam qui fait son entrée sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Vous avez aujourd'hui le retour de Laurent Gbagbo qui, rappelons-le, avait été incarcéré à la CPI depuis les élections de 2010. Donc il fait son retour sur la scène politique. Pour l'instant, il n'est pas éligible pour être sur la liste électorale. Pourquoi? Parce que il a été condamné pour la question du braquage de la CEDEAO lors de la crise en 2002-2010. Et donc, pour cette raison-là, il a aujourd'hui une condamnation qui est inscrite à son casier judiciaire en Côte d'Ivoire, ce qui l'empêche de jouir de ses droits civiques, au nombre desquels être sur la liste électorale et donc parallèlement être candidat à l'élection présidentielle. Donc à l'heure actuelle, on est le 3 janvier, Laurent Gbagbo n'est pas éligible pour être sur la liste électorale, mais son parti en fait justement le combat pour dire qu'ils vont se battre pour que Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale parce que c'est son droit et parce qu'ils estiment qu'il mérite d'être sur cette liste électorale-là pour pouvoir se présenter du juge de tous ses droits civiques, d'autant plus que la Cour pénale internationale l'a acquitté de tout ce qu'on lui reprochait par rapport à la crise post-électorale de 2011. Et quand un camarade, du fait de la lutte commune que nous menons, se retrouve entre les fers, on ne l'abandonne pas. C'est un principe sacro-saint qui est lié à la gauche. Et donc quand le président Laurent Gbagbo est détenu à la CPI et qu'il y est du fait de la lutte que nous avons tous menée, il est de notre devoir de faire en sorte de le libérer. Maintenant, deux choses. Première chose, nous sommes de gauche et pour nous c'est la solidarité. Solidarité envers les camarades de lutte, mais aussi solidarité envers les populations. Deuxième chose, c'est qu'on ne s'accommode pas d'une injustice, on la dénonce et on la combat. Et quand un camarade de lutte est aujourd'hui victime d'une injustice, mais il est de notre devoir de le mettre au centre de nos revendications. Voilà, donc on a le président Ouattara qui aussi joue encore sur une forme d'ambiguïté stratégique, on va dire. Lors de ses derniers vœux à la nation, il n'a pas déclaré sa candidature. Il a promis qu'il aurait des élections apaisées, transparentes et démocratiques. Bon, voilà, ça veut dire tout et rien en même temps. Pour l'instant, je pense que le message essentiel que les Ivoiriens attendent, c'est de savoir s'il sera candidat ou pas. Bon, alors mon point de vue, c'est que je ne vois pas comment il peut faire autrement parce que il n'y a aucun leader politique, il n'y a pas une autre figure politique qui émerge au RHDP à part le président Ouattara. Donc c'est extrêmement compliqué de savoir qui pourrait le remplacer dans la perspective où il ne serait pas candidat. Et par ailleurs, la plupart de ces ministres, donc je parle de Anne Wouloto, je parle de Kobena Kwasi-Adjumani, ils ont tous déclaré que le président Ouattara est bel et bien leur candidat. Il y a par ailleurs beaucoup de rassemblements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire de ses partisans appelant à sa candidature. Bon, on connaît un petit peu le stratagème maintenant. Donc tout ça fait que évidemment le président Ouattara est aujourd'hui, sauf vraiment surprise exceptionnelle, le candidat du RHDP. Nous, on n'a pas de candidat naturel. Nous, on a un candidat qui est effectif. C'est le président Alassane Ouattara. Est-ce que vous avez vu au sein du RHDP quelqu'un lever le doigt qu'il veut être candidat? S'il l'a dit, peut-être c'est devant sa femme. Mais bon, pour moi, c'est une candidature qui est risquée. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce que après 15 ans de gouvernance, il y a toujours ce risque-là de vote-sanction. Pour moi, le président Ouattara peut faire face à un vote-sanction de la part d'une grande partie de la population qui, comme je l'ai dit, se sent peut-être marginalisée par cette croissance économique assez remarquable, mais qui n'est pas assez inclusive. Donc, les partisans de Laurent Gbagbo, si jamais leur leader politique n'est pas candidat, pourraient tous déporter sur un candidat de l'opposition, potentiellement Tidjane Thiam, sur lequel on va revenir. Et aussi, tout simplement parce que, étant donné qu'il y a une nouvelle figure politique en la personne de Tidjane Thiam, rappelons que pour les deux élections précédentes, en 2015, le
PDCI n'avait pas participé aux élections, il y a eu ce qu'on a appelé l'appel de Daoukro, où le président Henri Konan Bédié a appelé ses partisans au nom de la paix et au nom de la réconciliation et au nom de la stabilité aussi politique. C'était comme ça qu'il avait dit, à voter Alassane Ouattara. Donc le PDCI, on va dire que Alassane Ouattara a bénéficié des voix du PDCI. En 2020, lors des élections, le PDCI avait boycotté ces élections. La plupart de ces partis ont boycotté ces élections. D'ailleurs, le président Ouattara s'était retrouvé face à un certain Kwadjo Konan Bertin, qu'il a par ailleurs nommé par la suite comme étant ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Gabon. Bon, voilà. Et donc, on va dire que ces élections n'avaient pas vraiment d'enjeu. Pardon, mais quand vous gagnez une élection face à KKB, on ne peut pas dire que vous avez fait face à la plus grande adversité. Donc, pour moi, cette élection est risquée pour le président Ouattara parce que depuis son élection en 2010, élection qui par ailleurs a été très tendue face à Laurent Gbagbo, c'est maintenant qu'il va faire face à une vraie élection, c'est-à-dire où il y a des candidats. Je ne dis pas que les élections précédentes n'étaient pas des vraies élections, attention, je dis simplement que le retrait du PDCI en 2015 et le boycott de tous les partis politiques en 2020 a fait que les élections n'avaient pas vraiment d'enjeu, c'est-à-dire qu'on savait que quoi qu'il arrive, il allait l'emporter. Mais pour 2025, c'est assez critique pour lui parce que d'abord, après 15 ans de gouvernement, comme je l'ai dit, il peut faire face à un vote sanction, mais surtout parce que les partis d'opposition sont beaucoup mieux préparés, peut-être beaucoup mieux structurés qu'en 2015 et en 2020, et aussi parce que si Laurent Gbagbo n'est pas candidat, non seulement ses partisans vont se déporter pour voter un candidat d'opposition, et surtout parce que les militants du PDCI cette fois-ci sont beaucoup plus galvanisés à voter, étant donné qu'ils ont un candidat nouveau en bonne et due forme. Ils n'ont pas pu voter en 2015, ils n'ont pas pu voter en 2020, donc leur mobilisation pourrait faire toute la différence. Il y a aussi le cas de Guillaume Soro qu'il ne faut pas négliger. Soro Guillaume, quoi qu'on dise, est assez populaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, notamment dans le nord du pays qui est le bastion historique du RHDP. Et donc si les partisans de Guillaume Soro aussi, qui est aussi en exil et qui fait aussi l'objet d'une condamnation, ne peuvent pas voter pour leur leader, ne peuvent pas voter pour Guillaume Soro, à mon avis, tout cela pourrait se coaliser et donc décider de voter un candidat de l'opposition, ce qui serait certainement défavorable. Rappelons qu'en 2010, il a emporté face à Laurent Gbagbo dans une coalition, à l'époque le RHDP, qui regroupait toutes les plateformes d'opposition. Voilà, paradoxalement, on revient au même jeu des alliances. Hein. Donc, il pourrait potentiellement avoir une alliance entre le PDCI, le parti de Simone Evé Gbagbo, MGC, Charles Blé Goudé, et même dans une moindre mesure, le parti de Laurent Gbagbo, le PPACI. Bon, en ce qui concerne GPS, c'est beaucoup plus complexe, d'autant plus que le PDCI a fait savoir dans un communiqué de façon assez subliminale qu'il ne pourrait pas s'allier à un parti comme Guillaume Soro, qui pourrait pas, qui pourrait pas le défendre. En tout cas, on l'a compris les choses comme ça. Il est possible qu'on ait une fêtière de l'opposition qui rassemble l'ensemble des partis politiques, et cela pourrait être assez défavorable au parti au pouvoir. Maintenant, est-ce que l'opposition, j'ai dit, c'est beaucoup plus préparée qu'en 2015, mais il ne faut pas aussi négliger ce qui va se passer au PDCI entre Tidjane Thiam et Jean-Louis Billon. Rappelons par ailleurs Jean-Louis Billon, ancien ministre de Ouattara, député, maire PDCI, riche, homme très riche, homme d'affaires qui fait partie des plus riches en Côte d'Ivoire, qui a décidé de se porter candidat. Bon, Jean-Louis Billon, c'est pas la première fois. Hein. Moi, je l'ai dit de manière assez drôle pour rigoler un petit peu. J'ai dit que c'est un peu comme le Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, pour ceux qui suivent la politique française, ils savent un peu de quoi je parle. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Il déclare tout le temps sa candidature, mais en même temps qui ne va jamais jusqu'au bout de la logique, pour plusieurs raisons, hein, pour des raisons qu'on va détailler un petit peu. Mais Jean-Louis Billon, donc du temps du président Henri Konan Bédié, avait dit qu'il était candidat. Bon, ça n'a pas abouti, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, il n'est pas allé jusqu'au bout. Cette fois-ci, il dit qu'il est candidat à la convention. Tidjane Thiam a fait savoir que la convention n'aurait pas lieu, en tout cas tant que le RHDP ne désignait pas un candidat. Deuxième commentaire que je veux faire sur la convention, c'est que c'est un événement politique d'importance majeure qui doit désigner celui qui va porter les couleurs du PDCI à l'élection présidentielle. Il faut que ceux qui font ce choix fassent un choix informé. C'est-à-dire que c'est utile que ce soit aussi tard que possible pour avoir le maximum d'informations. Il y a un sujet sur la table qui est fondamental, qui est à savoir qui sera le candidat du RHDP. Alors c'est une donnée fondamentale. Essayer de tenir une convention quand on n'a pas la réponse à cette question, est-ce que c'est la meilleure approche? Donc,
le PDCI et son président se réservent le droit de choisir le moment optimal pour que cette convention se tienne, pour maximiser nos chances de but. On ne sait pas jusqu'à quand le président Ouattara va maintenir cette ambiguïté. Donc, on ne sait pas si le PDCI va entre-temps tenir son congrès. Tout ça est encore très flou. Mais Billon est donc candidat à cette convention. Il a fait savoir que si les règles étaient respectées, il allait se soumettre à la décision du congrès. Ça veut dire que si Tidjane Thiam était élu, il allait respecter cette décision. Mais par ailleurs, il a fait savoir aussi que si les règles n'étaient pas respectées, il allait tirer les conséquences. Bon, moi, j'entends par là peut-être une potentielle candidature indépendante. Si Jean-Luc Billon sort du cadre établi par le PDCI et se porte candidat indépendant, ça pourrait être très compliqué pour le PDCI. Non seulement parce que cette division va séparer, va faire perdre des voix à Thiam, mais surtout, si le PDCI part aux élections de façon désunie, à mon avis, ça pourrait donner une très bonne raison au RHDP de justifier une victoire. Pourquoi? Parce que, en fait, si les voix du PDCI sont divisées, en ce moment-là, ils n'auront pas suffisamment pour donner à un candidat qui va se faire élire. Et de l'autre côté aussi, Laurent Gbagbo, s'il est candidat effectivement, chose que je ne crois pas, ça pourrait encore une fois diviser les voix de l'opposition. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, une candidature unique de l'opposition au premier tour n'est pas certaine. Il va certainement avoir plusieurs candidatures. Et au deuxième tour, maintenant, s'il y a deuxième tour, parce que là encore, le risque, c'est de tellement éparpiller les voix de l'opposition qu'à la fin, le président Ouattara l'emporte peut-être au premier tour, qu'il puisse obtenir les 51% pour gagner au premier tour. Donc ça aussi, c'est assez risqué. Pour moi, l'opposition doit, dès le premier tour, avoir une candidature unique. C'est chose très peu probable. Mais encore une fois, si Soro Guillaume et Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé aussi sont empêchés de se présenter à cause des condamnations dont ils ont fait l'objet, Thiam pourrait bénéficier de leur report de voix. On a aussi Assalé Timoko qui commence à faire un petit peu ses affaires. Bon, il a créé un mouvement politique. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas dit parti politique, mais il parle de mouvement politique. Donc, la figure d'Assalé Timoko, je pense qu'il sera aussi candidat. Bon, lui, il a fait un test pour dire que le président Ouattara peut se poster candidat. Bon, personne ne lui a demandé, mais enfin, il a quand même fait. C'est quelqu'un qui commence à prendre beaucoup d'ampleur au niveau de l'opinion publique. Mais on est loin d'avoir Assalé Timoko président de la République en 2025, peut-être. Peut-être dans le futur, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, s'il est aussi candidat, ça pourrait aussi faire perdre des voix à l'opposition. Mais bon, c'est son droit le plus absolu d'être candidat. Tout ça fait que, finalement, les élections présidentielles en Côte d'Ivoire seront extrêmement décisives. Dans les jours à venir, je vais sortir plusieurs vidéos sur chaque candidat, revenir sur le parcours, sur les programmes de chaque candidat. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.